Le titre de mon intervention est « La laïcité est-elle une spécificité française ?» Je me suis fait voler la réponse dès le départ lorsque Maurice Gardiol a parlé de la Suisse, puisque maintenant vous savez tous que la réponse est non. C'était pourtant tout le thème de mon intervention. Je plaisante parce que la réponse est non, bien sûr, pour la Suisse, mais la réponse est non pour beaucoup plus d'autres raisons que la raison suisse. Alors, la laïcité, d'abord, il faut comprendre que la laïcité, c'est quelque chose, comme on l'a vu, qui a plusieurs visages, mais qui, au départ, est l'expression de deux principes fondamentaux. Le premier principe, c'est la séparation de l'Église ou des religions et de l'État. Et le deuxième, c'est la neutralité et l'impartialité de l'État à l'égard des dites religions. Il faut te présenter un petit peu. On me demande de me présenter. Oui, pardonnez-moi. Je suis donc Éric Roux. Je suis le président d'un forum qui est le Forum européen interreligieux pour la liberté de religion, qui regroupe des personnalités religieuses de différents pays d'Europe. Nous nous sommes mis ensemble. Alors, toutes les religions sont représentées. Moi, je suis aussi le président de l'Église de Scientologie en France. Et nous avons un combat qui est relativement européen, qui me permet de voyager beaucoup à l'heure actuelle, et donc d'avoir une vision un petit peu internationale finalement de la laïcité ou de la non-laïcité à travers le monde. Donc je disais séparation de l'État, neutralité, impartialité de l'État, en sachant que la neutralité et l'impartialité de l'État, ça va plus loin que juste être neutre et impartial. Il y a un devoir de protection. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est une neutralité positive que la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, demande. C'est-à-dire qu'un État doit non seulement être neutre, mais doit garantir cette liberté de religion aux gens qui vivent dans cet État, quoi. Alors, la France, oui, il semblerait que le mot laïcité soit né en France. Donc on peut dire que de ce côté-là, le mot est peut-être une spécificité française qui a fait son chemin. En anglais, ça s'appelle secularism, le sécularisme. C'est un concept qui est assez similaire, finalement, quand on en revient aux principes fondamentaux. Et on voit que cette laïcité, séparation de l'Église et de l'État, et neutralité, impartialité de l'État, elle existe dans beaucoup de pays. Et elle prend des formes très différentes parfois. D'abord, il faut savoir qu'aux USA, on a l'idée que les USA, c'est un pays religieux. C'est certainement un pays religieux dans le sens où quand on fait, c'est un des pays à l'heure actuelle où quand on demande aux gens s'ils ont une religion, il y a encore un grand pourcentage bien majoritaire de gens qui se déclarent religieux par rapport à d'autres pays où c'est de moins en moins grand. Mais la laïcité, c'est-à-dire ces deux concepts de séparation et de neutralité, ont été, dès la Constitution qui était en 1787, ont été posés comme principe. C'est-à-dire que la Constitution des États-Unis et ensuite le premier et le second amendement en 1791, on parle de 118 ans avant la loi de 1905 en France qui mentionne la laïcité. Il y avait déjà une séparation complète, il n'y avait aucune référence à Dieu dans les deux premiers amendements, et il y avait cette idée que la liberté religieuse existait dans le pays. Et en fait, c'est un pays laïque depuis 100 ans avant la France. Alors qui prend divers visages, mais il ne faut pas l'oublier. Autre visage, l'Autriche. L'Autriche, dans sa constitution, est un pays avec une séparation. Alors c'est une séparation à laquelle il y a une certaine limitation, puisque dans le Concordat de 1934, l'Église catholique est déclarée comme préférée de l'État. Donc l'État est neutre, mais il préfère... il y a des contradictions intéressantes quand même. L'histoire de la fille de l'Église. C'est ça. Bon, alors, maintenant, en Autriche, les communautés religieuses reconnues bénéficient d'un soutien de l'État. Pardon, en Autriche, oui, j'ai dit. En Belgique, depuis 1830, c'est pareil, c'est un État laïque, mais c'est la création de la Belgique, 1830. Il y a des religions reconnues. Alors, je crois qu'il y a 6 religions qui sont reconnues. Plus maintenant, ils ont une nouvelle religion qui n'en est pas une, en fait, puisque c'est les penseurs libres, en fait, c'est les non-religieux, finalement, qui sont devenus une religion. Donc, voilà.
En Allemagne, Église et État sont séparés, il n'y a pas de religion officielle d'après la Constitution, mais il y a une coopération dans beaucoup de domaines, une coopération dans le secteur social, qui n'existe pas beaucoup en France, mais qui est très fort en Allemagne. Et du coup, les églises et les communautés religieuses, si elles sont stables et respectueuses de la Constitution, peuvent obtenir un statut spécial de corporation de droit public. C'est-à-dire que vous avez des églises qui ont le statut de corporation de droit public. C'est assez intéressant pour un État laïque, mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même une séparation de l'Église et de l'État. Et bien sûr, ces corporations de droit public peuvent, comme on l'a entendu pour la Suisse, collecter des impôts. Alors c'est intéressant quand même parce qu'il y a, d'un point de vue de neutralité, vous avez quand même des... Alors ça se fait par région, mais des évêchés catholiques, il y a un évêché catholique qui touche plus de 3 milliards d'euros par an. Et ça crée des problèmes, même au sein de l'Église catholique, parce que c'est l'évêché qui décide ce qui fait de l'argent, et lorsqu'il y a des groupements, des divisions de l'Église catholique qui ne sont pas tellement aimés de l'évêché, eux, ils ne touchent rien. Les autres peuvent toucher beaucoup, vous voyez. Donc c'est le genre de problème qu'on rencontre régulièrement en Allemagne, l'utilisation de l'argent de la collecte des impôts par les évêchés, en sachant qu'en Allemagne, si vous, d'après l'Église catholique, si vous ne payez pas l'impôt, si vous enlevez du rôle de contributeur et que vous étiez catholique avant, vous êtes excommunié. Ce qui pose un problème au sein même de l'Église catholique, parce qu'en France, bien sûr, vous ne payez pas d'impôts et vous n'êtes pas excommunié. Donc il y a des catholiques qui disent pourquoi mon voisin français n'est pas excommunié alors qu'il ne paye pas l'impôt, et moi j'exerce un droit. Vous voyez, bon, j'ai rien contre l'Église catholique, je vous donne juste un état des faits en ce qui concerne l'Allemagne. Je dirais que c'est plus, au bout d'un moment, ça crée un handicap même pour une église, parce que ça crée des problèmes à l'intérieur de cette église que nous n'avons pas dans d'autres pays. En Australie, là on va à l'autre bout du monde, en Australie, depuis la création du Commonwealth en 1901, il y a une liberté religieuse garantie et la religion d'État est proscrite. Donc séparation des religions et de l'État. Et nous avons l'article 116 de la Constitution qui dit « Le Commonwealth ne fera aucune loi pour instituer une religion ou pour imposer le respect d'une religion ou pour interdire l'exercice libre d'une religion, et aucun test religieux ne pourra être exigé comme qualification pour un emploi privé ou public dans le Commonwealth. » Donc c'est extrêmement laïque. Le Canada, pas de religion d'État. Je vais aller un petit peu plus vite parce que j'ai beaucoup de pays. L'Inde. L'Inde, la laïcité est inscrite dans plusieurs articles de la Constitution du pays depuis 1950. Et puis, le mot sécular est entré dans la Constitution en 1976. Mais par contre, l'Inde, dans le droit, dans le juridique, reconnaît aux communautés religieuses le droit à leur propre droit. C'est-à-dire que si vous êtes un hindou et que vous allez devant le tribunal civil doit se référer au droit hindou. Si vous êtes un musulman, il se réfère au droit musulman. Si vous êtes un chrétien, il se réfère au droit canon. Et donc, cette vision de la laïcité est très inclusive, puisque même en justice, vous venez, deux personnes de la même communauté, c'est votre droit qui s'applique. En Italie, il y a un régime concordataire depuis les accords de Latran en 1929. Ça veut dire que le catholicisme était une religion d'État. Et dans la Constitution actuelle de 1948, c'est un petit peu problématique parce que on a aboli le fait que la religion catholique était une religion d'État, on a déclaré l'indépendance et la souveraineté de l'État et de l'Église catholique, chacun de leur côté, mais, alors on dit chacun dans son ordre propre, donc ça c'est très laïque comme idée, vous savez, ni ingérence de l'État dans les religions, ni ingérence de la religion dans les domaines de l'État, mais on a gardé comme étant à valeur constitutionnelle les accords de Latran. Et du coup, on dit « Les principes du catholicisme font partie du patrimoine historique du peuple italien ». Donc là, on voit la différence entre patrimoine historique et religion. Et c'est un petit peu ce que disait le pasteur McComish. Si on commence à vouloir se débarrasser de tout le patrimoine historique,
ça va être extrêmement compliqué. Donc ça a été une manière pour les institutions européennes de se débrouiller avec ce problème, parce qu'on avait des gens qui allaient contester le fait qu'il y avait un crucifix à tel endroit, etc. Et c'est monté au niveau de la cour. Ils ont fait une petite différence entre religion et patrimoine historique. Et ils ont dit, le patrimoine historique, on ne va pas y toucher, parce que si on commence à y toucher, on va aller beaucoup trop loin, quoi. Et en fait, ce n'est pas vraiment un problème de vivre ensemble. Ce n'est pas parce qu'un crucifix est accroché que moi, si je suis musulman, je vais me sentir forcément agressé par la présence de ce crucifix. Bien. Et nous avons bien sûr la Turquie, qui est un État extrêmement laïque, mais alors là, en termes de laïcité de combat, c'est fort, c'est-à-dire que je crois que c'est vers 1927 que la Turquie est devenue un État laïque, et c'est un État qui régente en fait toute la religion. Non seulement il n'y a pas de religion d'État, mais ils ont instauré en Turquie des mesures à cette époque-là qui n'existent dans aucun autre pays et qui seraient problématiques et qui vont l'être si ça va exister d'un point de vue de droit international, qui est par exemple l'interdiction pour les musulmans de faire des prêches et des appels à la prière en arabe. Tout devait être fait en turc. Et puis une imposition, c'est-à-dire que si vous étiez musulman, alors que c'était un pays à 99% musulmans, mais vous aviez obligation d'aller à la mosquée, et vous n'aviez pas le droit de faire des réunions en dehors de la mosquée pour prier. Donc c'est une laïcité extrêmement, je dirais, combative, agressive, qui régentait la vie des gens, et qui a eu, alors c'est pas vraiment moi qui le dis, parce que je suis pas un spécialiste de la Turquie, mais beaucoup de spécialistes de la Turquie disent que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui l'islam revient en force, et c'est une sorte de réaction. Lorsque vous et un islam qui n'est pas forcément celui qui est le plus tolérant, en tout cas c'est ce qui se dit, franchement je ne suis pas un spécialiste, mais pourquoi? Parce que vous avez une telle manière d'imposer une laïcité qui restreint que derrière vous avez un intégrisme qui peut revenir. Maintenant, il y a énormément de minorités alors elles sont vraiment minoritaires, puisqu'on a dit qu'il y a 99% de la population qui est musulmane majoritaire, mais vous avez les yézidis, vous avez des petits groupes, même musulmans, qui souffrent parce qu'ils se retrouvent à ne pas avoir le même droit que les musulmans majoritaires. Mais ça reste un État laïque, et la France se targue bien souvent d'être une amie de la Turquie sur ce plan-là, quoi. Le voile a été interdit en Turquie bien avant qu'il y ait ces problèmes soulevés en France. Bon, tout ça c'était pour dire la laïcité n'est pas une spécificité française, elle a plusieurs visages, et bien sûr, dans chaque pays, elle est une spécificité du pays dans la manière dont elle s'exprime. Alors moi j'ai entendu alors j'allais dire mes coreligionnaires, non, ce sont mes compatriotes. C'est presque une religion d'être français aujourd'hui, donc j'ai entendu mes compatriotes être durs avec la France, et j'ai moi-même eu l'occasion de vivre certaines difficultés avec l'État français, mais je serai moins dur. Je serai moins dur parce qu'il y a des choses extraordinaires en France, à commencer par la loi de 1905. La loi de 1905 sur la laïcité, c'est une loi qui est intelligente, c'est une loi pour laquelle il y a eu beaucoup de débats à une époque extrêmement conflictuelle. C'était une époque où il y avait des morts pour les histoires de religion. Je veux dire, le conflit entre l'Église catholique et les libres penseurs de l'époque, etc., ça a été un conflit extrêmement violent. Et ce sont, à l'époque des débats parlementaires, les modérés qui ont gagné et qui ont fait une loi qui n'était pas une loi de combat, qui n'était pas une loi qui était contre l'Église catholique, parce qu'au départ, la loi était bien pire, en tout cas, enfin même était mauvaise, et elle a été transformée pour être une loi de respect et de tolérance religieuse. Tout ça, c'était pour un petit peu modérer les propos. La France n'est pas aussi mauvaise qu'on le dit, même si effectivement, comme ça a été dit, l'application de cette loi est à géométrie variable. Alors, elle est à géométrie variable, et je veux dire, je vais prendre il y en a certainement beaucoup d'autres, mais je vais prendre deux problèmes pour illustrer la difficulté de la loi de 1905 et son application. Le premier, c'est, on en a parlé un tout petit peu, le port de signes religieux ostensibles. Au début, c'était ostentatoire. Ostentatoire, c'est très fort. Et maintenant, c'est même ostensible, qui montre. Et vous le savez, on considère en France que la neutralité de l'État implique qu'un agent de l'État ne peut pas ne peut pas porter un signe religieux ostensible. Et si vous parlez en France, si vous remettez en question cette idée, on vous regarde comme si vous n'avez rien compris à la laïcité.
Et la seule manière de faire évoluer le débat, et je parle de gens qui pourtant sont tolérants et de gens qui ont une idée de la laïcité comme étant un outil de vivre ensemble. Si vous voulez faire évoluer le débat, il faut leur parler de l'étranger, il faut leur parler du Québec. Il faut leur dire au Québec, l'État est neutre, il y a une obligation très stricte de neutralité, mais les agents de l'État ont le droit de porter des signes religieux. Pourquoi ? Parce qu'en France, on considère qu'un signe religieux est un instrument de prosélytisme. Donc, étant un instrument de prosélytisme, vous ne pouvez pas avoir sur vous un turban sikh et être neutre. Alors, je vous avoue que j'ai beaucoup côtoyé de sikhs, et jamais la vue d'un turban ne m'a donné envie de me convertir. Pourtant, leurs turbans sont beaux. Et le voile, c'est pareil. C'est pas parce que vous croisez une femme musulmane voilée que vous allez vous convertir à l'islam. Ok, ça dépend de la femme. J'entends bien. Et de l'érotisme sur le bois. Bref, il y a cette idée qui existe. Lorsque vous allez au Québec, je parle du Québec, j'aurais pu parler d'autres pays, mais on considère que le signe religieux n'est pas un instrument de prosélytisme, c'est une partie de votre identité. Et vous pouvez très bien avoir une partie de votre identité affichée sur vous et rester quelqu'un de neutre, et on va vous juger sur les faits. Si jamais vous affirmez des choses qui ne sont pas neutres, les décisions que vous prendrez en tant qu'agent de l'État seront annulées, et si vous restez dans votre neutralité, elles ne seront pas annulées, quoi. En France, ça n'existe pas. Si vous montrez... alors bien sûr, on ne sait pas où s'arrête la neutralité, quoi. Moi, je porte 2 chaînes, une croix à 8 branches, qui représente ma religion, et un triangle ici que vous voyez, qui est le triangle, c'est la Corse, parce que je suis d'origine corse. Bon si j'étais agent de l'État, j'aurais... Alors la croix est là, mais c'est pas très grave, de toute façon vous la verrez pas bien, mais si j'étais agent de l'État, je devrais retirer cette croix, ou la cacher en dessous, mais je pourrais très bien porter ma Corse librement. Pourtant, la croix, qui est donc un symbole de l'Église de Scientologie, je pense, malheureusement, parce que je suis très corse, je pense qu'il y a moins de terrorisme lié à des revendications scientologues qu'à des revendications nationalistes corses. Et ça, on accepte. C'est pas religieux, vous voyez ce que je veux dire, donc je peux rester neutre. Bon. Je rentre tout, comme ça, il n'y a plus de problème. Sinon, dehors. J'en étais où? Je disais, voilà, donc on a ce problème-là, et le problème, c'est qu'en 2004, on a été beaucoup plus loin, c'est-à-dire que c'est une chose lorsque c'est des agents de l'État, mais ce principe de neutralité visible, on l'a étendu aux enfants dans les écoles. C'est-à-dire que la loi de 2004 qui interdit le port de signes ostensibles religieux dans les écoles, c'est la première loi qui a étendu cette obligation de l'agent de l'État à l'enfant. L'enfant n'est pourtant pas un agent de l'État. Enfin, il y en a peut-être, hein, je ne dis pas, mais en tout cas, le travail des enfants est interdit en France, donc j'espère qu'ils ne sont pas considérés comme tels. Et on a fait cette loi et on l'a justifiée à l'aune du principe de laïcité, en disant nous sommes un pays laïque, c'est la tradition laïque de la France, c'est normal qu'on arrive là. C'était complètement faux. C'était complètement faux et je vais vous en donner la preuve. Le Conseil d'État, qui est la juridiction suprême en termes de justice administrative en France, avait eu à plusieurs reprises à se prononcer sur ce problème, notamment dans une décision en 1992, donc bien après la loi 1905, on est dans la modernité, une décision qui s'appelait Quairoy sur le voile, où il y avait une enfant qui avait été exclue de son école parce qu'elle portait un voile, et justement, en jugeant, en se référant au principe de laïcité, le Conseil d'État avait annulé ce renvoi en disant « le principe de laïcité interdit de renvoyer une élève ou de faire des règles qui permettent de renvoyer des élèves parce qu'elles portent des signes religieux ». Donc on avait en 92 une interprétation juridique de la laïcité par l'instance suprême, la Cour suprême de France en ce qui concerne la justice administrative, une décision qui disait exactement le contraire de ce qu'on racontait en 2004. La laïcité interdisait de faire ce qu'on faisait en 2004. Et lorsque
cette loi de 2004 a été contestée devant la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg s'est retranchée derrière la marge d'appréciation des États pour dire la France est un pays laïque, il faut lui laisser une marge d'appréciation. Si elle estime que c'est nécessaire pour le vivre ensemble, on ne va pas s'en mêler. Donc, c'était un peu de mauvaise foi de la part de la France d'avoir avancé l'argument de la laïcité quand on sait ce qui se passait avant, quoi. Aujourd'hui, ça pose des problèmes réels, ça pose des problèmes, bien sûr, pour les jeunes filles musulmanes qui veulent porter le voile, mais ça pose encore plus de problèmes, je dirais, pour les Sikhs. Les Sikhs, ils ont un problème parce que s'ils ne portent pas le turban, c'est une prescription qui est tellement forte pour eux d'un point de vue religieux qu'ils ne vont pas aller dans une école publique, et les Sikhs ne peuvent pas aller dans des écoles publiques parce qu'ils n'ont pas le droit de porter le turban. Et il se trouve que les Sikhs sont aussi des gens combatifs, et eux, ils ont porté l'affaire devant le Comité des droits de l'homme à Genève, le Comité des droits de l'homme de l'ONU, qui, lui, par contre, je crois, à 3 reprises, a condamné la France et a demandé à la France de revoir sa loi de 2004. Malheureusement, ce Comité des droits de l'homme, bien que les États aient reconnu qu'il avait toute compétence pour juger des problèmes relatifs au pacte des droits civils et politiques, ces décisions n'ont pas encore la force des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, mais je pense que ça va le devenir. Donc on a là aussi une possibilité de faire changer les choses lorsqu'un État essaye de rester, de ne pas évoluer avec, je dirais, les normes internationales. Et l'autre aspect sur lequel on a un problème, vous l'avez compris, c'est avec cette histoire de secte. Alors, il faut être très clair, une secte, c'est une mauvaise religion. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de définition juridique, mais moi je vous la donne. Il suffisait de me demander depuis le début. Donc c'est assez simple de voir que si une secte est une mauvaise religion, à partir du moment où on parle de secte, on a un problème de neutralité et d'impartialité de l'État. Donc c'est une contradiction française. Je veux dire, il ne faut pas penser que la France est constituée comme ça. La France, c'est pas ça la France. Ça, c'est une contradiction, et c'est un problème avec des gens en France qui mènent un combat, on ne sait pas d'où il leur vient, je ne sais pas s'ils sont restés à l'époque des croisades ou avant, mais c'est problématique. Alors, il n'y a pas de définition juridique, mais par contre, on parle de dérive sectaire. On dit maintenant, on ne parle plus de secte, on parle de dérive sectaire. On ne s'en prend pas au mouvement, on parle de dérive sectaire. Alors déjà, il me semble qu'une dérive sectaire, c'est une dérive commise par une secte. En tout cas, c'est ce qui paraît. Donc déjà, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais la Miviludes, dont on a parlé, a donné une définition. La dérive sectaire est un dévoiement de la liberté de penser. Alors moi, ça fait depuis qu'ils l'ont sorti il y a 2 ans, j'essaie de comprendre ce qu'ils ont voulu dire. Si quelqu'un y arrive, vous me direz. La dérive sectaire est un dévoiement de la liberté de penser, d'opinion ou de religion qui porte atteinte aux droits fondamentaux, à la sécurité ou à l'intégrité des personnes, à l'ordre public, aux lois ou aux règlements. Extrêmement compliqué à savoir où s'arrête la limite, quoi. Vous voyez ? Un dévoiement de la liberté de penser, je ne sais pas comment on fait, j'ai trop pensé, j'ai été plus loin que ce que la liberté de penser m'autorisait, bref. T'as mal pensé. J'ai mal pensé, bien sûr, mais bon. Voilà, on a été un petit peu plus loin, puisque en 2009, il y a eu un colloque de la Miviludes, dans lequel le secrétaire d'État à la justice de l'époque, et il n'était pas socialiste, parce que c'est pas une question de politique, hein, vous voyez, franchement, on trouve des gens bien des 2 côtés, des 3 côtés, des 4 côtés, et on trouve des gens mauvais, on est très neutres, nous, et impartiaux. Donc, M. Bockel a donné une définition, il a dit « Le phénomène sectaire s'analyse comme une pathologie de la croyance sur fond d'individualisation et de dérégulation de la croyance. » Bon. Et là, bien sûr, on est en droit de se poser des questions, mais je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée en Grèce, puisqu'on a dit qu'on allait être un petit peu internationaux. En Grèce, en 1993, il y a un rapport des services secrets belges, qui s'appelle le KYP, K-Y-P, ne me demandez pas ce que ça veut dire, je n'en ai aucune idée. Donc il y a un rapport des services secrets belges qui fait grand bruit parce qu'il a fuité et il est arrivé dans la presse. Et ce rapport des services secrets grecs, grecs, pardon, pas belges, je ne comprenais plus, grecs, tous européens. Ce rapport est un rapport, je vais vous en lire quelques extraits, mais qui est un rapport qui dit voilà, on a un extrême danger dans notre pays,
les sectes. Les sectes vont faire couler le pays. Et alors, extrait du rapport de l'époque qui avait fait grand bruit et qui a mené à ce que soit réformé complètement ce service de sécurité, une secte est n'importe quelle activité qui modifie le dogme orthodoxe. Ça, là, moi, c'est clair. Et là, il y avait une définition juridique donnée par les services secrets, quoi. Alors, aujourd'hui, il y a deux groupes sectaires principaux qui sont actifs en Grèce, l'Église catholique romaine et les protestants. À quelle année, ça 93. Vous voyez. Donc, c'est là où on voit que la secte, c'est juste la mauvaise religion, quoi. Ça dépend où vous êtes. Alors, bien sûr, après, on y rajoute les Bahaïs, les Mormons, les Scientologues, la théosophie, etc. Mais les principaux, c'est l'Église catholique romaine et les protestants. L'annulation du dogme orthodoxe perpétré par toutes ces sectes et groupes parareligieux doit être considérée purement comme une tentative de subversion de la conscience et de la tradition grecque. Donc ce n'est pas une exagération de dire que tout grec qui n'est pas un orthodoxe n'est pas un vrai grec. C'est ce qu'il pense. Hein. Et vous savez, aujourd'hui en Russie, on voit un petit peu la même chose. Et c'est un petit peu la même chose qui se passe. Alors, ils ont donné, les services secrets à l'époque donnaient des recommandations. La recommandation numéro 2, c'était les cours de religion en Grèce doivent être enrichis avec des leçons de dogmes antisectes. Et la recommandation numéro 5, le ministère de la Défense et le ministère de l'Ordre public doivent agir pour que l'expansion des sectes et des groupes parareligieux soient stoppés dans leur personnel. Parce qu'il y avait des pentecôtistes dans le personnel de ces ministères, donc il fallait vraiment faire quelque chose. Alors, je voudrais vous dire que la volonté, c'est des choses qui se sont produites, c'est-à-dire les cours de religion dans lesquels il y a des dogmes anti-sectes, ça existe en France. Dans les livres, il y a eu des circulaires pour dire qu'il fallait enseigner le danger des sectes dans les livres d'école pour les enfants. Donc par certains côtés, on peut rejoindre les Grecs. Le fait de faire en sorte que des gens dans des ministères ou dans des emplois publics soient rejetés à cause de leur religion, ça existe en Allemagne. Tu as des directives ministérielles en France. Il y a des directives ministérielles en France, mais en Allemagne, il y a un filtre anti-secte. Le filtre anti-secte qui fait que vous êtes obligé de donner votre truc et que vous ne pouvez pas avoir un emploi public si vous faites partie de la mauvaise religion. Donc tout ça, ça existe par petites touches dans certains pays. La France a voulu exporter son modèle, elle a échoué. Elle a échoué au Conseil de l'Europe en 2014, donc en avril 2014. Elle a échoué, c'était un député qui s'appelait Rudi Sall qui avait voulu aller au Conseil de l'Europe et faire une résolution et des recommandations anti-sectes. Les recommandations ont été rejetées par le Conseil de l'Europe et la résolution qu'il a faite a été complètement transformée. Et je voulais vous lire le produit que ça a fait parce qu'on n'a gardé que le titre. Le titre s'appelle « La protection des mineurs contre les dérives sectaires ». Là, vous dites, la France a fait fort quand même. Que dit la résolution « La protection des mineurs contre les dérives sectaires » ? Je cite, « L'Assemblée invite les États membres à veiller à ce qu'aucune discrimination ne soit autorisée en raison du fait qu'un mouvement est considéré ou non comme une secte. » Déjà, c'était pas ce qu'il avait écrit au départ, je dis ça. Il y a eu 57 amendements quand même, ça a été... À ce qu'aucune distinction ne soit faite entre les religions traditionnelles et des mouvements religieux non traditionnels, de nouveaux mouvements religieux ou des sectes, s'agissant de l'application du droit civil et pénal, et que chaque mesure prise à l'encontre de mouvements religieux non traditionnels, de nouveaux mouvements religieux ou de sectes, soit alignée sur les normes des droits de l'homme telles que consacrées par la Convention européenne des droits de l'homme et d'autres instruments pertinents protégeant la dignité inhérente à tous les êtres humains et l'égalité de leurs droits inaliénables. Donc ça a été un coup dur pour les tenants de l'antisectarisme en France. Ils s'en sont parmi, je vous le dis franchement. Donc quand on dit qu'il y a de l'espoir, c'est vrai qu'il y a de l'espoir. Ils s'en sont parmi au point où Rudi Sall a écrit une lettre il y a une semaine où il s'adressait à l'une des associations dont on a parlé, le GEMPI, une association anti-secte, et il disait, alors dès les premières auditions, il est apparu une grande différence d'interprétation entre les pays membres du Conseil, c'est sûr. C'est-à-dire il a eu un gros problème, c'est qu'il comptait sur la Russie pour l'appuyer.
et que c'est tombé la semaine où la Russie a été suspendue du Conseil de l'Europe. À cause de l'Ukraine, quoi. C'est tombé très très mal, quoi. Certains parlementaires exprimaient des réserves sur le principe même du rapport que j'avais fait. D'autres allaient jusqu'à même nier l'existence des sectes, préférant parler de nouvelles religions. Quand même. Scandale. Étant membre de la Mividude, dit-il. Déjà, ça en dit beaucoup sur sa neutralité, quoi. J'étais accusé de ne pas être impartial. Des plaquettes en quadrichromie furent éditées pour laisser croire que la liberté de penser était menacée. Que j'étais un affreux liberticide. C'est lui qui le dit, hein. Cette campagne de dénigrement a porté ses fruits puisque, in fine, le rapport ne recueillit pas la majorité requise. Donc il n'est pas content. Et il dit « Cette expérience laisse un goût amer ». Et si tu permets, toute petite précision, aucun média français, il n'y a que les... On en a parlé. On en a parlé dans les grands quotidiens anglais ou américains, mais aucun média français, à part Ouverture, bien sûr. Ah bah bien sûr, c'est certain. Alors, pour conclure, en quelques mots, mon propos était celui-ci. La laïcité a des visages extrêmement divers. Donc on se rend compte que la laïcité en elle-même, elle n'est pas le rempart contre tous les maux du monde. C'est quelque chose de bien, la laïcité, mais si on n'y attache pas des valeurs, si on n'y attache pas des valeurs profondes, si on n'attache pas des valeurs de tolérance, si on ne la voit pas à travers ces valeurs, on peut en faire ce qu'on en veut. On peut en faire un outil discriminatoire comme on peut en faire un outil magnifique. Et ces valeurs aujourd'hui, je pense qu'il est important pour chaque religion, que ce soit une religion minoritaire ou majoritaire, de s'approprier la laïcité et de penser quelles valeurs on veut avoir avec. Voire même de penser qu'est-ce que ma tradition religieuse, qu'est-ce que ma foi dit à propos de la laïcité, et d'aller débattre sur la place publique, avec chacun sa foi, de cette histoire de laïcité pour qu'on puisse y attacher des valeurs et se mettre d'accord sur des valeurs communes. Et en ça, je pense que je rejoins non seulement le révérend McComish, mais chacun des intervenants d'aujourd'hui. C'est dans le dialogue et c'est dans la réflexion autour de la laïcité qu'on arrivera à en faire quelque chose qui, universellement ou pas, sera un outil merveilleux ou qu'on échouera à le faire. Mais je suis plutôt du côté des optimistes, moi aussi. Je vous remercie.